un petit peu, j'aurais espéré quelque chose de plus décisif pour terminer, mais je vais pas non plus faire durer ça 50 ans, il faut que je prenne une décision avec cet épisode 1, et qui était correct. Euh, Disons que c'est peut-être le truc qui scelle un petit peu mon avis sur cette série, c'est que à partir d'une prémisse de ce type-là, ça devrait être plus que juste correct. C'est ce que ça raconte, largement plus. Mais dans la mise en scène, dans la façon de jouer sur nos personnages, le contre-coup de leurs décisions, etc., je trouve franchement que ça manque énormément d'envergure. Cette série manque beaucoup trop d'envergure. Et franchement, je... si les moments forts de cette série, parce que c'est censé représenter un moment, un pivot un peu fort de la série, c'est censé être ça, ouais, je m'attends pas à être particulièrement soufflé par la suite, quoi. Et donc, je pense que c'est un petit peu le truc qui scelle la chose, hein, même si je leur dis c'est tout à fait correct. Hein. On se commence cette saison 2 sur Elena qui s'entraîne avec Matteo. Et j'ai oublié le nom de l'espèce d'esprit renard là, pour mieux maîtriser sa magie, histoire de faire un petit rappel, une petite continuité sur ce qui a été mis en place à ce niveau-là. Cool. Mais elle peine un petit peu lorsqu'elle voit apparaître Victor et Carla en petite apparition à combattre. Parce que voilà, elle sait qu'il faut les combattre, mais ça la fait un petit peu de les voir. Et le truc, c'est que j'ai un petit peu de mal à accepter ça comme une sorte de petit trauma qu'elle aurait, parce que lorsqu'elle les affronte, lorsqu'on la voit les affronter plus tard en vrai, elle n'a pas l'air d'avoir le moindre trauma face à eux, quoi. Donc, enfin bref, voilà, elle est en train de s'entraîner un petit peu, ça marche pas des masses tout de suite, mais je dis, ouais, je vais redoubler d'efforts, même si ce soir c'est le Dia de los Muertos, on essaie un petit peu de faire la continuité, donc ça fait un an depuis l'épisode où on a fait ça, et oui, c'est quand même mieux traité que dans l'épisode qui était pleinement centré sur ça. Là, ce que ça fait, c'est pas fameux, mais ça respecte largement plus le concept. Parce que, euh, comme montré dans le premier épisode de ce jour-là, lorsque c'est le Dia de los Muertos, elle peut voir les morts, les esprits des morts pendant la nuit, exclusivement dans l'année, Elena. Et elle se dit qu'elle va enfin pouvoir voir ses parents. C'est incroyable quoi. À aucun moment donné, lorsqu'elle a trouvé cette capacité dans le premier épisode où on introduit ça, elle s'est dit ce serait cool que je puisse les voir. Vraiment à aucun moment donné. Là, elle se dit ah ouais quand même, ce serait bien. Il me manque un petit peu. Leur absence me touche un petit peu. Ce serait cool que je les vois. C'est dingue d'y penser. La deuxième fois que ça arrive, la première fois, c'était ah peut-être, on sait pas. Ça me fait un peu marrer, je vous cache pas ça. Enfin bref, elle s'enchante un petit peu à l'idée de les voir. Elle fait même une petite chanson là-dessus. On fait un peu de continuité acceptable. Je veux dire, par exemple, elle s'entraînait à l'escrime avec sa mère, ce qui est donc un rappel d'un épisode où on montrait que sa mère était une pro de l'escrime avant. Vous voyez, ce genre de petits détails qui fait plaisir de voir quand même que vous vous souvenez un petit peu de ce que vous mettez en place. Vraiment, vraiment. Hein. Mais bon, le truc, ça va être coupé court parce que il y a Victor et Carla donc, qui sont en train d'œuvrer pour Shuriki en lui donnant une pierre magique qu'ils ont trouvée je ne sais où pour pouvoir faire en sorte qu'elle reforme sa baguette magique. Parce qu'elle a besoin d'une baguette magique pour être puissante, sinon ça marche pas. Ok. Hein, elle pourrait pas juste piquer un tambourino et faire tout ce qui lui chante, mais bon, une fois de plus, hein, la logique magique de cet univers. Tant qu'on y est, avant que j'oublie, on m'a repris là-dessus dans le double épisode sur son retour en force à la toute fin, lorsque Victor et Carla lui ont apporté un joyau, et je pensais que c'était celui qui recherchait dans le premier épisode où ils sont apparus. Ce qui me semblait logique, pourquoi ils voudraient ce joyau en particulier, qu'est-ce qui les attire là-dedans, ce serait le joyau et qui ferait rajeunir Shuriki, qui les mettrait bien à ses yeux quoi. Mais non, c'est juste que le joyau en question, c'était le joyau qui renfermait l'âme de Poison Ivy, hein, je me souviens plus de son nom, je m'en fous, celle-là, et ce joyau d'emprisonnement, ça peut également servir de joyau magique qui fait rajeunir.
Parce que ta gueule, c'est magique. Alors, vous m'excuserez de ne pas avoir fait le lien comme ça, parce que ça me paraissait très con, comme par hasard, ce même joyau fasse ça et ça. Mais ok, très bien, my bad. Ils ont pas profité du tumulte pour piquer le joyau de la couronne qu'ils voulaient au début, au départ. Non, non, ça n'a rien à voir. Très bien. Donc je me pose la question, pourquoi ils avaient particulièrement besoin de s'immiscer dans les affaires de Poison Ivy pour faire quoi que ce soit, si le but c'est juste de prendre le joyau en fait. Il l'aura juste laissé à leur place et il a attendu que quelqu'un ouvre le portail pour passer, et puis voilà. Enfin bon, voilà, c'était juste pour foutre un petit peu le bordel pour le principe, j'imagine. Bon, voilà, si ils avaient fait en sorte de passer totalement inaperçus, et ben ça aurait été encore mieux, parce qu'ils avaient le joyau de toute façon, et ils n'avaient pas besoin de grand chose de plus, quoi. Mais bon, il donne pas particulièrement l'impression qu'on a affaire à des flèches non plus, donc elle peut s'expliquer comme ça aussi. Donc, ça ne marche pas. Ils ont apparemment apporté plusieurs joyaux magiques à Shuriki pour qu'elle puisse avoir sa baguette, tous ses pleins pouvoirs magiques, et qu'elle puisse les transformer eux-mêmes en puissants magiciens des ténèbres, trucs comme ça. Et ça marche pas tout de suite, elle a besoin d'un joyau plus fort. Et elle a une idée. Il existe un joyau très puissant, le joyau de Naru. Maru, c'est ça, qui se trouverait donc dans des nombreux vestiges de l'ancienne civilisation des lieux, hein, qu'on a appuyé à quelques reprises avant, hein, donc c'est la continuité là aussi qui est acceptable. Bon, le truc que je trouve un peu gros, c'est le fait que ça se trouve à des pyramides qui sont genre à quoi, à quelques dizaines de kilomètres de la ville d'Avalor. Quelque chose comme ça, apparemment, hein, parce que je vois pas comment ça justifierait autrement de ce qu'on va apprendre par la suite. Donc, ouais, ces pyramides qui renferment ce fameux super joyau de Maru qui pourrait lui permettre d'avoir des super puissances, tout ça, et ben, c'est des pyramides un petit peu hantées. Alors, elles sont réputées comme telles, et donc il a un petit peu peur, Victor, mais il s'y rend quand même, et en s'y rendant, ils sont repérés hors champ. Par des jagons qui passaient par là, qui scrutaient les environs, je ne sais trop comment. Ils ont fini par les repérer à proximité d'Avalor, j'ai envie de dire. Et donc, grâce à ça, ils rapportent la nouvelle à Elena, qui se dit ok, je fonce, j'y vais. Il y a Matteo qui dit ok, très bien, je te suis. Et les autres, on s'en bat les couilles. Non mais sérieusement, on s'en beurre la raie. C'est le premier épisode et on pense pas une seule seconde à mettre en avant tous les personnages. C'est quand même un truc que je trouve particulièrement frustrant, ça. Pareil pour le double épisode d'avant, de fin de saison 1, puisque les 4 épisodes filler on s'en fout, quoi. C'est une confrontation importante, un point un peu pivot quand même, qui appuie des choses importantes, et c'est juste Elena et Matteo. Naomi et Gabi, on s'en bat les couilles. Ils sont même pas là, quoi. Ils apparaissent pas une seule microseconde. On s'en beurre l'arrêt. C'est dingue, hein. On n'envisage pas une seconde de leur en parler. Gabi, chef des gardes, on s'en fout royalement. C'est quoi ça? C'est ridicule. Et le fait est qu'on a quand même affaire à deux magiciens de niveau assez important, quoi, qui vont se frotter à deux arnaqueurs qui sont pas mages, qui sont pas des grands guerriers extrêmes ou quoi que ce soit de ce qu'on a vu, et ils vont pas arriver à aller jusqu'au bout de l'idée parce que le scénario le force, hein. C'est clairement ça, hein, parce que je veux dire sincèrement, à confrontation directe, il les lamine. Vraiment, dans la logique, il les lamine. Il ne devrait pas y avoir de conflit recherché là-dedans, mais bon. Ils se rendent donc dans ces fameuses pyramides au moment précis où Victor et Carla y entrent. Comme par hasard, évidemment. Il y a le sacrifice d'Elena qui est prête donc à tout laisser derrière, sa possibilité de revoir ses parents une nuit pour arrêter ces deux-là. Parce que voilà, déléguer ça à qui que ce soit d'autre, c'est impossible. C'est trop une affaire personnelle. C'est une sorte d'épreuve personnelle que je dois passer, comme l'a dit l'espèce d'oracle. Donc c'est important, hein. Même s'il n'y a absolument rien qui a dit que c'était ça, mais bon. Elle se fait vraiment des idées précises dans la tête, quoi. Et donc, en se rendant devant la porte de la pyramide, eh ben, elle est, semble-t-il, pas assez large pour que les jagons y entrent. Sauf que si, vous avez qu'à rentrer vos ailes, et c'est bon, c'est assez large pour vous, hein. Vraiment, vous rentrez vos ailes, vous marchez normalement, et il n'y a pas de problème. Pas le moins de problème. Mais non, vous n'allez pas entrer, parce que sinon...
c'était même pas la peine d'espérer justifier une seule seconde que les méchants s'en sortent face à eux, quoi. S'ils étaient 4 et pas seulement 2, donc évidemment, non, ils vont pas entrer. Et donc, ouais, va y avoir Elena et Matteo qui vont entrer. Victor et Carla se feront un petit peu effrayer, enfin surtout Victor. C'est rafraîchissant, entre guillemets, de voir que ce coup-ci, c'est pas la fille qui a peur des fantômes, mais le mec. C'est vraiment la configuration. Ah, je suis une fille forte, ah, j'ai peur des fantômes. Ah, c'est tellement. Ça me sort par les trous de nez, ça. Ça se fait surtout en animé, enfin en œuvre japonaise. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Non, enfin bref. Ouais, au début, ils ont un peu peur, mais plus tard, on verra qu'elle passera un petit peu outre Carla. Mais pour l'instant, il va y avoir Elena qui tombera un petit peu dessus elle-même. Elle verra un peu la supercherie parce que c'est une illusion d'optique. Et ouais, derrière cette espèce de faux mur se cache un esprit, l'esprit de Amalai, une ancienne Marou qui parle très bien la langue d'Elena. Je sais pas comment elle l'a appris, quand. Elle peut sortir du temple quand elle le souhaite pour voir les autres parler, interagir, pour les comprendre petit à petit. Ou genre, elle a enfermé quelqu'un euh, dans cette pyramide suffisamment longtemps sans qu'il voit la supercherie parce que c'est juste un faux mur. Hein. Au passage, c'est juste un putain de faux mur. Hein. C'est pas si compliqué que ça à voir. Si on est enfermé là-dedans un certain temps, je pense que ça peut passer assez vite. Quoi. Mais bon, elle a gardé quelqu'un enfermé là-dedans suffisamment longtemps pour l'entendre parler assez longtemps pour comprendre un peu le principe de la langue, je ne sais pas. On va pas se poser plus de questions là-dessus, hein, ta gueule c'est magique. Et donc c'est un esprit d'ancien Marou d'il y a longtemps qui gardait son royaume, mais ça s'est mal passé parce que le pouvoir de la pierre, je sais pas telle connerie. J'avoue que c'est présenté tellement à la va-vite, il n'y a pas vraiment de drame particulier qui est joué là-dessus. Alors que sur le concept, il y a des choses qui auraient pu être très intéressantes à traiter, surtout sur la fin par exemple. Et elle dit que elle s'en veut de ne pas avoir eu le temps de sceller pour de bon cette pierre qui est trop dangereuse. Et Elena dit hey, je suis vivante, moi, et j'ai le sceptre, puisqu'apparemment vous connaissez bien, c'est elle qui l'a créé, Amalai, le sceptre. Rapidement, c'est dit comme ça. Est-ce que ça va. En toute franchise, j'en sais rien, je m'en fous quoi. La façon dont c'est présenté à la va-vite, c'est ce que je m'en fous que ce soit qu'on joue là-dessus par la suite ou pas. Bref, elle lui montre un nouveau sort qui révèle l'invisible et qui lui donne une espèce de formule en maruvien à lire pour sceller la pierre. Et elle essaye un petit peu au début, mais elle voit vite qu'il y a un conflit avec Victor et Carla. Et elle aurait facilement pu y aller plus tard, mais elle veut aider Matteo. Matteo qui, au bout du compte, ne risque rien parce que Victor et Carla sont pas des gros méchants pas beaux qui tuent ceux qui sont sur leur chemin ou même qui leur font mal. Ils ont juste piqué son tamborino à Matteo hors champ parce qu'il était nul sur le coup. Apparemment, il s'est fait avoir par surprise, on va dire. Et ils l'ont laissé tranquille. Et grâce à ça, vu qu'Elena s'est hâtée de le rejoindre, et ben il y a Carla qui est retournée à la même salle qu'au début, parce que c'est vrai que l'endroit où comme par hasard il y a des apparitions qui vous font peur, peut-être que c'est cet endroit qui cache quelque chose. J'avoue, hein, ce qu'ils savent faire des pilleurs de tombes à tant soit peu intelligent, c'est vrai que ça leur passerait par la tête, ma vieille, mais t'as pas eu droit à ça jusqu'à présent apparemment. Et donc elle voit la supercherie, elle met la main sur la pierre en question. Elena donc se ravise, essaye de les arrêter, mais grâce à un sort qui est dévié par effet miroir avec le diamant, quoi. Elle est ensevelie sur des décombres et elle se sent mal parce que les méchants s'échappent avec la pierre et elle n'a pas réussi à les stopper. Ouh, alors je suis une ratée, tout ça, tout ça. Si seulement tu n'agissais pas seulement bêtement par toi-même, ça aiderait, mais bon. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors qu'elle a ses gros regrets, il y a son médaillon de ses parents qu'elle a porté à son cou qui tombe. Elle les regrette un petit peu et c'est là que les esprits de ses parents apparaissent. Je sais pas par quelle logique en fait ils sont rattachés à ce médaillon en particulier à ce moment-là. Pourquoi ils sont pas apparus à Elena la nuit de l'année précédente quoi? Parce que s'ils sont rattachés à ce médaillon, ils auraient pu lui apparaître à tout moment alors qu'elle œuvrait à aider cette personne, à empêcher ses héritiers de fermer leur restaurant. Bref, une fois de plus, c'était sans intérêt ça, mais
Je veux dire, ils auraient pu faire ça. S'ils sont liés à ce médaillon, ils peuvent rejoindre Elena à n'importe quel endroit en se concentrant assez fort apparemment. Parce que voilà, de leur point de vue, si ils apparaissent à l'endroit où il y a leur tombe ornée pour la fête des morts, quoi, ben ils devraient avoir aucune putain d'idée d'où se trouve Elena à ce moment-là. Parce qu'il y a juste les Jagons qui ont rapporté ça à Elena, elle est partie avec Matteo direct, ils ont prévenu personne d'autre. Donc, c'est un petit peu de la chatte, ça fait partie du gros TGCM qui est assez présent dans cet épisode, je trouve. Et ce moment qui devrait être quand même, en dépit de ça, assez joli, j'ai trouvé assez bateau en fait. Dès le début, ils sont en mode ah, qu'est-ce qui va pas? Ah, tu croyais que c'était sur ton épreuve? Ah, et oh, pars pas là-dessus, tu sais, moi, je réglais toujours les problèmes un à un sans me soucier de ce qui était le plus important. Sur le coup, c'est vraiment de prendre les choses au coup par coup. Et ce moment qui aurait pu être vraiment joli, je trouve que c'est juste des esprits qui font rapidement la petite leçon, la petite morale, qui font un au revoir rapide, alors que c'est même pas la fin du jour de la fête des morts, quoi. C'est pas la fin de la nuit, quoi. Donc, ils se barrent alors qu'il reste encore du temps, parce que dans leur tête, c'est bon, elle peut se débrouiller sans nous, on va dire, pour l'effet dramatique. Et, et j'ai pas senti grand chose. J'ai pas trouvé ça mauvais en soi, mais. C'est dingue à dire, quoi, le fait de revoir ces morts quoi, qu'on a perdus, qu'on pleure enfin, parce qu'au moins c'est un truc que j'apprécie par rapport à l'épisode moisi qui a été fait sur le premier jour des morts, quoi. On appuie que quand même qu'il leur manque, qu'il lui manque ses parents. Je trouve franchement qu'il manque d'effets dramatiques dans la mise en scène, de force dans le texte pour que ça ait un impact particulier en fait. C'est juste, on est fiers de toi ma fille, tu relève-toi, tu vas y arriver quoi. Merci papa, maman. C'était assez générique mais je suis content de vous avoir revu. À l'année prochaine. C'est plus ou moins ça, hein, c'est plus ou moins ça. Et donc elle reprend du poil de la bête, elle parvient à se sortir des décombres, en étant un tout petit peu ingénieuse, un tout petit peu, hein, ouais, j'aurais pu trouver ça facilement. Alors que Victor et Carla se barrent, que les Jagons les voient se barrer, qui n'essayent absolument rien contre eux pendant une demi-heure presque. Genre, ils se barrent, ah, que faisons-nous? Ah, nous ne pouvons rien faire, nous sommes complètement impuissants. Il y a la fille qui sert à rien en disant ouais je fonce à ton secours Elena parce qu'ils ont peur pour Elena dans un sens, ok, et donc plutôt que de réfléchir un tant soit peu au fait de juste rétracter ses ailes et d'avancer calmement à l'intérieur comme n'importe qui le ferait avec un demi-neurone, vous voyez, à votre place, non, tu fonces dans le tas en allongeant tes ailes et tu te bloques, évidemment que tu te bloques espèce d'abruti. Et heureusement que c'est juste joué pour le gag. C'est vachement drôle au passage, hein, ça m'a fait tomber par terre, hein, et côte pliée en quatre, quoi. Elle bloque le chemin rapidement à Elena pour l'effet gag, elle la sort de là, etc. Elle, enfin, ils partent tous les quatre à la poursuite de Victor et Carla. Et en luttant rapidement, enfin, vraiment une fois de plus, l'action, les graphismes, c'est basique, quoi, ça passe sans plus, quoi. Il n'y a rien de transcendant, tant soit peu, quoi. Voilà, mise en scène visuelle aussi, quoi. C'est pas juste l'animation, c'est la mise en scène visuelle. Vous faites rien de très précis en termes de chorégraphie ou quoi que ce soit, quoi. Elle tire un rayon et ah mon dieu, ça fait un tout petit peu chavirer les deux qui perdent les deux objets, c'est-à-dire le tambourino et la pierre. Et donc, comme Elena voit que c'est plus important sur le coup de sceller la pierre que de les arrêter, parce que elle aurait pu faire ça plus tôt complètement et ça aurait tout arrangé et elle aurait encore eu le temps de les affronter après, mais non, ça aurait été trop intelligent une fois de plus. Elle se dit, ouais, priorité d'abord, il faut que je renferme cette pierre quelque part. Et tandis que je ne peux pas lire le Maruvien, ben, je suis obligé un petit peu de faire comme ça. Sachant que bon, si tu pars sur ce point de vue-là, tu pourrais faire comme ce que tu as fait pour la baguette brisée de la méchante sorcière à la fin du téléfilm d'introduction. C'est-à-dire tu ranges ça dans un coin secret hyper bien gardé et t'attends l'année prochaine pour faire le rituel. Ça passait très bien aussi, mais bon,
C'est plus important de garder un petit peu le suspense des méchants qui sont encore en liberté, qui pourront nous embêter pour la suite. Donc voilà, ça a permis à Carla et Victor de s'échapper bredouille. Et Elena de sceller la fameuse pierre, donc elle ne sera plus réutilisable. Ce qui permet donc à Amalai de faire son ascension parmi les siens, parce que son esprit était un petit peu piégé à cet endroit, à devoir garder la pierre de tous ceux qui viendraient, jusqu'à ce que quelque chose la libère de ça. Et ce qui la libère de ça, ben, c'est Elena qui scelle la pierre. Donc c'est censé être un peu joli, et je trouve que si ça avait été davantage développé, ça aurait pu être vraiment joli, ça. Sincèrement, ce moment où une espèce d'esprit qui est piégé sur Terre depuis des centaines, voire des milliers d'années, c'est pas clair de quand date la population Maru, donc voilà, ça, le fait d'être piégé et de pouvoir enfin avoir cette espèce de délivrance pour enfin revoir les siens dans cette espèce d'au-delà, ça aurait pu être super touchant, mais on a à peine développé le personnage et ça va tellement vite à la fin que voilà, c'est un petit peu mignon, voilà ce que c'est. C'est ça le truc. Cet épisode est tout à fait correct, mais c'est juste dans le sens où ça raconte quelque chose qui va bien, mais qui est jamais transcendé un tant soit peu par la mise en scène, par le temps qu'on a loué aux différents concepts mis en place. Et de fait, ça me laisse pas beaucoup de marques, tout simplement. Hein. Enfin bref, après ça, elle a scellé le coin, elle est contente, elle vient rendre hommage à la tombe de ses parents qui ne sont plus là, même s'il fait encore nuit quand elle est là, c'est très bizarre, mais bon, j'imagine qu'il y a une heure spécifique, je sais pas trop. Bref, et ça se termine sur quelque chose qui aurait pu être excellent, avec une meilleure recherche dans la mise en scène, sur tous les points en fait, dans le texte, la mise en scène, sur beaucoup de trucs. Plus de temps alloué à pas mal de points, et je sais pas, jouer sur les personnages. Tous les personnages qu'on a mis en place, c'est censé être un problème global qui intéresse tout à Valor. Je veux bien que vous mettiez pas en avant tous les personnages, mais seulement deux. Il n'y a que Elena et Matteo qui sont mis en avant, c'est tout. C'est fou, je trouve que c'est un gâchis. C'est pas autant un gâchis que le double épisode final, entre guillemets, de la saison 1, mais c'est presque au même niveau, quoi. C'est ça le truc. Ce que ça raconte, les concepts mis en avant, c'est tout à fait acceptable, quoi. Ça met en place qu'il y a toujours cette menace récurrente qui n'est pas prête de s'arrêter, que Elena a un petit peu cette obsession de les arrêter parce qu'il représente une de ses plus grosses erreurs. C'est intéressant, c'est très intéressant de jouer là-dessus, tout en conservant le mystère de Shuriki qu'elle ne sait pas libérer, elle. Enfin, vivante. Elle sait qu'elle est libérée, mais elle ne sait pas qu'elle est vivante. C'est bon comme concept sur lesquels jouer, et globalement, le scénario global, il y a des grossièretés, mais c'est acceptable, quoi. C'est juste. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ne sache pas jouer sur les effets dramatiques, sur l'intensité de pas mal de concepts qui sont assez profonds si on prend la peine de s'y pencher, afin de donner quelque chose qui va au-delà du développement sympathique, quoi, acceptable. C'est vraiment ça qui me gêne. Donc ouais, si je suivais une série comme ça, je détesterais pas, déjà parce que je suis presque certain que ça fait partie plus du haut du panier que de la moyenne, je pense, cet épisode, mais ouais, c'est pas non plus le truc qui m'enchanterait plus que ça, tout simplement. C'était acceptable, je sais, je me répète bêtement parce que j'ai rien de plus à dire, quoi. Cet épisode ne m'inspire pas beaucoup de termes. C'est ça qui, je pense, me confirme ma décision. Ouais, j'arrête. Je m'attends pas à grand chose de sensationnel avec ça. Le seul point que je pourrais trouver intéressant, si tant est qu'il soit bien géré par la suite, c'est le mystère autour de ce qu'a fait Esteban pour aider Shuriki avant même qu'elle attaque le royaume. D'où c'est venu? Qu'est-ce qui a amené ça? C'est le seul truc que je trouve intéressant vraiment à tacler en détail. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui me donne particulièrement envie, quoi. Et si je devais faire un pronostic de ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passerait?
bah, en gros, il y aurait quelques autres confrontations, mais vraiment pas des masses, hein, genre 2-3 confrontations fil rouge, entrecoupées de beaucoup de petits scénarios presque filler, mais pas tout à fait. J'imagine que ça jouera des micro-rôles par la suite, quoi. Et ces deux confrontations, ce sera pour des objets magiques à la con. Et au départ, Elena arrivera à les stopper, mais au bout d'un moment, ils auront quelque chose. Il y aura la révélation de Shuriki. Elle se dira: mon Dieu, Shuriki est de retour. Shuriki attaquera. Elle prendra le pouvoir à un petit moment. Mais Elena et les autres s'organiseront pour lutter ensemble et la bouter et la battre pour de bon. Alors, de quelle façon elle reprendrait le pouvoir? Parce que bon, il n'y a plus ce joyau-là, j'imagine que ce serait la fameuse baguette brisée qu'elle a enfermée quelque part, Elena. Elle ferait fuiter ça, je ne sais trop comment, et ça donnerait à Shuriki l'opportunité de remettre la main dessus, de reprendre ses pouvoirs grâce à ses restes de baguette et de redevenir une menace et de faire donc le bis du téléfilm qu'on a vu. Voilà. Et une fois de plus, vu ce qu'on a vu du téléfilm, Shuriki donne pas l'impression que ça va être sensationnel, hein, en tant que grand méchante. Mais voilà, c'est l'impression que ça me donne. J'ai pas le sentiment que ça ira beaucoup plus loin que ça. J'ai pas le sentiment que ça approfondisse grand chose de plus en dehors de ça. Le seul truc que ça pourrait approfondir, c'est la révélation sur ce qu'a fait Esteban, sur ce qu'il veut garder caché. Ça pourrait amener du drame entre nos personnages centraux et comment ça se réglerait, c'est sûr. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui promet excessivement grand là-dedans. Et de fait, ouais, je vais pas me sentir particulièrement gêné de rater ça. Après, j'en sais rien. Peut-être que si j'arrive à trouver une sorte de liste des épisodes vraiment importants à regarder pour suivre la grande continuité, je me ferai un peu le topo en regardant que ces épisodes-là, pour le principe. Si j'arrive à trouver cette liste, hein, parce que j'y crois pas des masses, mais je pense pas que je prendrai le temps de voir tout le reste. En tout cas, oui, je m'excuse une fois de plus de pas avoir suivi cette série jusqu'au bout. J'espère malgré tout que, même si c'est coupé court, que ça aura su vous plaire. Et oui, si j'arrive à trouver une liste, vraiment une liste précise d'épisodes importants à suivre pour le gros fil rouge, limite à la limite, je pourrais peut-être me les rattraper un de ces quatre et faire une vidéo bilan comme ce que j'avais fait avec les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Peut-être. C'est envisageable. Mais pas plus que ça, hein. En tous les cas, ouais, j'ai passé suffisamment de temps sur un épisode de 20 minutes. Je vous remercie d'avoir suivi ça. Je ne sais pas une seule seconde ce que je vais faire pour les prochaines réacs. Pas la moindre idée. Je pense, c'est le plus probable, mais j'en suis pas sûr à 100%, que je vais reprendre les films animés Scooby-Doo un petit moment. Et je sais pas à quelle fréquence, parce que ça prend beaucoup plus de temps que des vidéos réac pas montées que celles que je fais là tout de suite. Donc... on verra bien, on verra bien. En attendant, je pense que la semaine prochaine, ça va être un petit peu une semaine sabbatique où je ne traiterai pas plus de choses que ça. On m'appelle donc, je vous dis au revoir, bye!